Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Armée et Territoire enregistré sur le stand du ministère des Armées au Salon des Maires. Et la question du jour qu'on va se poser est complexe. Comment faire pour que le départ des armées ne pénalise pas les collectivités? Comment faire pour que le départ des armées ne soit pas un synonyme de perte de dynamisme sur les territoires? Et cette question, on va y répondre avec une success story, celle du transfert de la BA102 Dijon-Longwy 10 ans après le départ des derniers avions. Pour raconter cette belle histoire, je reçois Céline Tonneau, vice-présidente de Dijon Métropole, présidente du syndicat mixte aéroport. Bonjour. Bonjour. Le commandant Hugo Chauvin, ingénieur principal, chef de section processus de l'achat d'infrastructures au SID. Bonjour. Bonjour madame. Et François Schrick, délégué régional Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour. Bonjour. Et c'est avec vous que je veux commencer, madame Tonneau. On va raconter finalement cette histoire un peu par la fin. Est-ce que vous pourriez nous raconter à quoi ressemble aujourd'hui ce site de la BA102? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Qui on peut y rencontrer? Alors, ce site aujourd'hui est un site bien vivant puisqu'il bénéficie d'un aéroport civil avec un exploitant pour exploiter effectivement cet aéroport qui aujourd'hui compte à peu près 12 000 mouvements par an avec un volet surtout porté sur les vols sanitaires qui fait qu'aujourd'hui on a quand même une plateforme très importante pour le territoire en termes de santé et en termes sanitaires puisqu'on a 2,5 vols en moyenne par semaine pour le don d'organes, le transfert de dons d'organes, donc ce qui est important. On a aussi des vols pour des médecins qui vont à Nevers, donc qui partent de Dijon et qui vont à Nevers. Donc vous voyez un aéroport qui draine pas mal la région Bourgogne-Franche-Comté. Et puis on a à côté de cette plateforme aéroportuaire bien évidemment un site avec des entreprises, près de 60 entreprises, 200 emplois. Et un autre acteur important sur les secteurs avec plus de 134 hectares qui sont dédiés à une école de gendarmerie. Une école de gendarmerie qui ne cesse de croître, puisqu'aujourd'hui, il y a 10 compagnies avec 1200 personnels, 1200 intervenants en termes de formation initiale pour les élèves gendarmes et les élèves gendarmes adjoints. Mais c'est aussi un centre de formation continue pour les militaires de la gendarmerie qui en fait son centre intégré complet de la sécurité publique. Et en devenir, ce sera près de 15 compagnies et presque 3100 personnels sur ce site. Vous parliez d'entreprises. Quel type d'entreprises se sont installées? Alors, on a des entreprises qui sont en lien avec tout ce qui peut être porté sur l'aviation, puisque on a eu par exemple, on a des entreprises qui sont en technologie pour les drones. On a des entreprises qui sont aussi dédiées à la formation. Aujourd'hui, on accueillera bientôt, alors je ne peux pas encore le dire, mais un gros pourvoyeur de formation en matière aéronautique. Et puis, on a aussi des entreprises de parachutisme qui font aussi de la formation. Et puis, on a d'autres entreprises qui sont là pour, comme un levier, en fait, une première approche avant de pouvoir croître et puis aller se trouver un autre emplacement dans la métropole. Donc, un beau dynamisme, finalement, sur cette zone. Et pourtant, c'était pas gagné. Racontez-nous comment vous avez reçu cette annonce du départ des armées de cette base aérienne. L'annonce a été un choc pour l'ensemble des habitants, des élus de la collectivité, qu'elle soit celle de Dijon Métropole ou de la région, puisque quand même Dijon était la 8e région militaire de France et elle a quand même contribué dans le cadre des conflits armés de 1914 et de 1944. Bien évidemment, on a aussi toute une histoire avec l'aviateur Guilmer qui était bien connu. Et c'est vrai qu'on avait 1600 emplois induits qui étaient menacés. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a quelque chose qui tient la route, je dirais. Et cet événement a été pris à bras-le-corps par l'ensemble des collectivités. Et selon la devise de Guilmer, il a fallu faire face et tout le monde a fait face.
Et alors, comment ça s'est mis en mouvement? Comment est-ce que vous avez fait face, justement? Comment les choses se sont organisées? Alors en 2014, suite au départ de l'ABA 102, il est apparu évident, sous l'impulsion du président de la métropole, François Rebsamen, de créer un syndicat mixte de l'aéroport pour pouvoir reprendre l'activité de l'aéroport civil, puisqu'on avait auparavant la CCI qui s'en occupait et qui s'est désengagée aussi par la même occasion, je dirais. Et on a eu 2 collectivités qui se sont mobilisées pour maintenir cet aéroport civil, c'est-à-dire Dijon Métropole et la région Bourgogne-Franche-Comté. Monsieur Schrigg, je me tourne vers vous. 2024, finalement, ça a été la finalisation de ce transfert. De votre côté, c'est l'aboutissement d'un très long processus? Alors un très long processus, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, 2014-2024, ça peut paraître long. Mais le travail sur le transfert proprement dit du foncier n'a vraiment démarré qu'à partir de 2021. En fait, il y a un décret de juillet 2021 du ministère chargé des Transports qui a mis en place les conditions adaptées pour le transfert de ce foncier à une collectivité ou à un groupement de collectivités. Dès lors, tout s'est enchaîné relativement vite. En fait, on a eu au mois de février 2022 un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé auprès de différentes collectivités de la région, dont le SMADEL. Le SMADEL, donc, en novembre 2022, a délibéré pour déposer son dossier complet de candidature. Et en mars 2023, il y a eu un arrêté préfectoral désignant le SMADEL comme bénéficiaire de ce transfert. Mais à partir de là, il y avait encore du travail. Et il y avait du travail à faire dans un délai relativement réduit, puisque la délégation de gestion du domaine public militaire, donc signée au 1er septembre 2014, n'était valable que pour une durée de 10 ans. Donc, on avait tous en tête une échéance limite qui était le 31 août 2014. Donc, il y a eu dès 2023 la mise en place d'un travail pour préparer ce transfert du foncier. Et ça s'est accéléré à partir du début du printemps 2024 avec une date que l'on s'était fixée qui était celle du 30 juin 2024 pour que tout soit bouclé. Et grâce aux efforts conjoints de tout le monde, et quand je dis tout le monde, c'est tous les services du ministère des Armées, que ce soit local, régional ou central, que ce soit les collectivités, que ce soit les autres services de l'État, donc les autres ministères, et notamment le ministère de l'Intérieur avec les services de la préfecture. Tout le monde s'est mis en ordre de bataille, tout le monde a été particulièrement mobilisé, et donc le SMADEL a pu délibérer le 27 juin sur le projet d'acte de transfert qui a été formellement signé le 17 juillet, et donc avec un petit mois et demi d'avance sur l'échéance coup près. C'est un projet qui est relativement complexe aujourd'hui. On fait cohabiter sur un même site des entreprises, des activités militaires qui se maintiennent, cette école de gendarmerie. C'était un projet complexe à mettre en œuvre? Alors oui, le projet était assez complexe à mettre en œuvre parce que il touchait vraiment des sujets extrêmement différents. Des sujets en matière de pollution pyrotechnique, en matière de juxtaposition d'activités qui ne sont pas toujours faciles à faire cohabiter. Par exemple, pour les armées, il était indispensable de pouvoir garder des possibilités d'accès sur le site pour l'entretien, la maintenance des radars qui sont présents. On a aussi, pour nous, militaires, des exigences en matière de sécurisation des accès. On avait aussi des réseaux complexes, des réseaux d'assainissement, des réseaux de télécommunications, des réseaux d'électricité. Et tout cela devait être examiné de manière extrêmement approfondie et fine pour que le bénéficiaire du transfert ait toutes les cartes en main pour pouvoir gérer le site avec toutes les garanties de sécurisation, notamment des approvisionnements énergétiques ou de communication. Je me tourne vers vous, commandant Chauvin. Vous appartenez au service d'infrastructure de la Défense qui justement a joué un rôle ici pour
rendre ce site justement à la collectivité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce rôle ? Oui, tout à fait. Comme le disait M. Schreck de la DTIE, c'est un ensemble de partenaires du ministère qui vont intervenir sur ce type d'opération. Le SID, dans un premier temps, outre bien évidemment les constats réalisés au niveau de l'infrastructure, on parlait des réseaux complexes, mais également en matière de dépollution qui peuvent intervenir. Nous sommes organisés avec des centres référents qui vont venir auditer sur site pour pouvoir rendre à la collectivité des bâtiments et des terrains exempts de tout risque en pollution, notamment pyrotechnique. Comment ça s'est déroulé ? C'est en fait des missions d'expertise qui sont menées en partenariat avec l'ensemble des acteurs et futurs acteurs, via des audits, nos ingénieurs spécialisés, et ensuite l'ensemble des coûts sont supportés pour la dépollution par le ministère des Armées via des marchés publics qui sont réalisés par les entreprises qui répondent à la commande publique au sein du ministère. Madame Tonneau, je vais parler de success story en démarrant cet épisode. Est-ce que pour vous c'est une success story ? Est-ce que finalement ce départ des armées n'a pas été synonyme d'une perte de dynamisme ? Est-ce que vous avez retrouvé finalement un dynamisme sur ce site ? Bien sûr, le dynamisme, il est là et je remercie l'ensemble des acteurs qui y contribuent et surtout ceux qui ont contribué à ce que ce dynamisme soit mis en place. Comme quoi l'ensemble des collectivités et puis des parties prenantes, quand on se mobilise et qu'on est dans la concertation, on arrive à quelque chose qui peut être pérenne et en tout cas faire preuve en tout cas de dynamisme pour l'ensemble du territoire. C'est vrai qu'aujourd'hui on a une école de gendarmerie qui est très bien intégrée dans la politique métropolitaine puisqu'elle permet par exemple de se fournir auprès de la légumerie métropolitaine qui est un outil de transition alimentaire pour la métropole. Elle va bientôt aussi se raccorder à la station d'épuration. Donc c'est vraiment un acteur qui contribue au développement de ce site. Et puis, on a d'autres projets sur ce site. Maintenant que, j'allais dire, chacun a pris ses marques et va pouvoir continuer son activité dans les meilleures conditions, puisqu'on aura un comité de suivi qui va aussi pouvoir contribuer à ce que tout se passe bien sur le long terme. On a prévu, pourquoi pas, d'intégrer ce site, en tout cas ce foncier, pour une transition énergétique avec notamment, pourquoi pas, la pose de panneaux photovoltaïques. François Schreck, selon vous, qu'est-ce qui fait que ce transfert de la BA102 est aujourd'hui une success story ? Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement finalement de ce transfert ? Alors, les enseignements de fond, c'est que d'abord, ça marche toujours quand tout le monde est volontaire. C'est un peu basique, mais c'est important de le souligner, parce que là, c'était le cas, notamment parce que on était, comme je l'ai indiqué, dans des délais relativement contraints, et donc il a fallu que tout le monde fasse un effort tout particulier, et que, et ça avait été dit en copil, que l'on fasse fi à un moment, et dans le travail quotidien, parce que c'est vraiment un travail quotidien, que l'on fasse fi des voies hiérarchiques, et que les acteurs puissent discuter en direct pour que tout problème soit réglé dans les délais les plus brefs. On avait aussi fait en sorte que lors des copiles auxquelles Madame la Présidente participait, on n'ait vraiment plus aucun débat. C'est-à-dire que, enfin, quand je dis plus aucun débat, il y avait des décisions, mais toutes les questions techniques étaient réglées avant. Et donc c'était vraiment le travail de fond qui était réalisé parce que tout le monde était mobilisé, et jusqu'au dernier moment, jusqu'à quelques minutes du copil, on était encore en train de régler les problèmes pour que les décisions puissent être prises et que l'on puisse avancer particulièrement vite. Donc ça, ce sont des éléments de méthode, et l'élément principal de méthode, c'est qu'on avait tous en tête un calendrier, et avec toutes les opérations à mettre en œuvre, et c'était vraiment la feuille de route que tout le monde partageait. Et c'est quoi les prochaines étapes du projet ? Est-ce que la zone va encore se transformer ? Alors ça, c'est moins à moi qu'à Madame Tonneau qu'il faut poser la question, mais c'est une zone qui va encore se transformer, oui. C'est vrai, elle va se transformer, comme je vous le disais, puisqu'on
On va travailler, je pense, à intégrer cette zone pour pouvoir poursuivre la transition énergétique de Dijon Métropole, avec à nos côtés toujours, je l'espère, la région, puisque le syndicat mixte est quand même en cofinancement entre région et Dijon Métropole. Donc je n'ai pas de souci quant au devenir de ce site. Et puis on a vraiment aujourd'hui l'impression que la page armée est tournée, quoique elle est toujours bien prégnante quand même dans l'histoire de la ville. En confère la semaine de commémoration que l'on vient de passer, où on faisait honneur quand même à ce site et son histoire. Commandant Chauvin, je reviens vers vous justement. Comment on fait justement, je vais vous reposer la question que j'ai posée en début d'épisode, comment on fait pour que le départ des armées d'un territoire soit pas synonyme d'une perte de dynamisme finalement? Il faut savoir que le ministère des Armées est le premier constructeur de l'État, c'est le premier maître d'ouvrage de l'État. Par sa commande publique, uniquement liée au BTP et à la maintenance, nous commandons en volume 2,7 milliards par an. Cette commande publique, ce sont les entreprises qui répondent via des appels d'offres et nous faisons la promotion par différents acteurs du ministère, dont la DTIE, auprès des fédérations professionnelles, auprès des élus, Madame la Présidente, de l'ensemble des marchés qui vont paraître via des sites spécialisés comme achat.défense.gouv.fr, où les entreprises locales sont invitées à aller consulter nos futurs besoins pour pouvoir répondre individuellement ou en groupement à nos différents projets, à nos projets de construction, de rénovation et de maintenance. Et sur le territoire qui a été évoqué ce jour, il y a une multitude de marchés qui vont arriver et j'invite les entreprises qui peuvent nous entendre ou les élus à en faire la promotion à répondre à cette commande publique pour justement qu'il y ait une activité qui soit liée au plus près justement du besoin. Et ça, c'est intéressant. Au moment du transfert, comment est-ce qu'on fait pour pérenniser justement cette action? C'est par les intermédiaires justement des réunions d'information qui ont lieu chaque année au sein des établissements régionaux, où nous demandons aux entreprises, où nous invitons à entreprises à participer, où est déployé l'ensemble justement des futurs marchés, en partenariat aussi avec l'action de la DTIE qui est évoquée tout à l'heure, qui rencontre les organisations professionnelles, qui rencontre les chambres de commerce locales et régionales, qui rencontre les élus et qui permet de faire une promotion, cette publicité nécessaire au bon usage du denier public et à la bonne usage de la commande publique. De ce fait, les entreprises font vivre le territoire en y répondant, notamment du fait que tous nos marchés comportent des clauses environnementales et sociales. Et dans nos marchés publics au sein du ministère des Armées, ces clauses sociales sont strictement appliquées et suivies par les entreprises titulaires et permettent aux personnes étant éloignées de l'emploi de retrouver un sens, un emploi, un avenir professionnel au sein de ces entreprises répondant à la commande par l'intermédiaire du ministère des Armées. Vous parliez d'exigences environnementales. Également. Comment est-ce que ça se met en œuvre dans les commandes publiques? De manière générale, c'est interministériel et au sein du ministère des Armées, il y a un plan action achat responsable où tous nos marchés publics, d'ici 2025, doivent contenir 100% une clause environnementale et 30% une clause sociale. En 2024, nous sommes à 92% de clause environnementale et 37% de clause sociale. Sachant qu'au sein du ministère des Armées, il y a cette obligation de suivi de l'exécution de la clause que nous mettons en place pour pas uniquement faire du greenwashing, être accusé de greenwashing. Pas du tout, ce n'est pas du tout le cas, puisqu'en fait, les ESID et USID ont l'obligation de suivre la bonne exécution de ces dernières. Madame la vice-présidente, on parle de greenwashing, on peut parler de social washing. Est-ce que vous constatez un bénéfice environnemental et social pour les entreprises locales? De toute façon, oui. Ce dont vient parler Monsieur Chauvin explique vraiment la politique qui peut être menée à la fois au niveau des armées, mais c'est, j'allais dire, en corrélation avec ce que fait aussi Dijon Métropole à travers ses achats publics, puisque là aussi, on a instauré beaucoup de clauses d'insertion dans nos achats publics et effectivement des clauses concernant tout ce qui est responsabilité à l'écart de l'environnement. Je crois qu'aujourd'hui, c'est incontournable et on ne peut pas faire autrement. Les entreprises ont
ont aussi ce levier qu'elles peuvent activer pour qu'on puisse arriver à une transition écologique, énergétique au niveau de notre pays. Tout le monde doit contribuer à ce qu'on passe dans une transition sur du long terme. Il en va des générations futures tout de même. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce podcast, de nous avoir raconté cette belle success story. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous pour le prochain épisode de ce podcast Armée et Territoire.